Le 10 octobre 2025, la fermeture de la rivière Sahel tombe sans préavis. À Ouagadougou, comme ailleurs, le pays retient son souffle. En quelques heures, l'approvisionnement bascule, jusqu'à 30% d'eau en moins dans certaines zones, tandis qu'un prêt de 400 millions de dollars est suspendu et que les menaces de sanctions et d'isolement se multiplient. Pour ceux qui vivent les fils, les coupures, la hausse des prix et la pression sanitaire, que change réellement le choix d'Ibrahim Traoré au-delà du symbole? Un test de souveraineté, coûteux maintenant, décisif ensuite. Cette histoire fait une promesse simple et elle tient dans une phrase: expliquer, sans slogan ni verdict hâtif, ce que déclenche concrètement une rupture hydrique dans un pays déjà sous tension. Il ne s'agit pas de trancher pour ou contre, mais de comprendre comment une décision politique se transforme presque immédiatement en file d'attente, en arbitrage budgétaire, en pression diplomatique et en réorganisation locale. Le bénéfice pour le spectateur est clair: suivre les conséquences pas à pas avec des repères concrets pour distinguer le symbole du mécanisme. Ce récit s'appuie uniquement sur les éléments disponibles dans la source: pénurie signalée, réaction internationale, adaptation sur le terrain, chiffres cités et débats d'experts opposés. L'enjeu dépasse la seule question de l'eau. Il touche à la souveraineté, au risque économique, à la cohésion sociale et à la capacité d'un État à tenir dans la durée lorsque le calendrier politique entre en conflit avec le calendrier matériel. Chaque étape oblige à choisir: stabiliser ou transformer, amortir ou provoquer, négocier ou résister. Comprendre ces choix, c'est aussi mesurer ce qu'ils coûtent et ce qu'ils peuvent rapporter. 2 mois suffisent pour fixer l'échelle du choc. Dans certaines zones, l'approvisionnement en eau baisse jusqu'à 30% et le FMI suspend un prêt de 400 millions de dollars, selon la source. Ces 2 repères, l'un matériel, l'autre financier, encadrent tout à fait utile dans la suite. La pénurie se voit dans les fils, tandis que la pression internationale se lit dans les décisions prises à distance. Un détail, pourtant discret, révèle un contraste. Malgré la baisse d'eau et les pertes évoquées, le pouvoir ne recule pas immédiatement. Au contraire, la crise est présentée comme une démonstration de contrôle, assumée comme telle par Ibrahim Traoré, qui maintient la fermeture et transforme l'urgence en test politique. Cette posture n'efface pas les effets, mais elle change la lecture. Le coût immédiat n'est pas un accident, il est intégré au récit de souveraineté. Pour comprendre, il faut replacer l'épisode dans son contexte. Avant le 10 octobre 2025, la gestion de l'eau est décrite comme durable, mais externalisée, confiée à des entreprises étrangères. Après la fermeture soudaine de la rivière Sahel, le pays bascule en mode crise. Les canaux se figent, les flux se raréfient et les premiers signaux remontent vite. Pénurie signalée à Ouagadougou, coupures répétées, tensions sociales, inquiétudes sanitaires. L'eau cesse d'être une infrastructure invisible, elle devient une contrainte quotidienne. En parallèle, une autre scène se met en place. Des équipes d'ingénieurs, accompagnées de l'armée, sont déployées pour sécuriser stations de contrôle, vannes et barrages. Un audit des infrastructures hydrauliques est évoqué, comme une tentative de reprendre la main techniquement sans intervention étrangère. L'objectif affiché est l'autonomie, mais la source rappelle que l'autonomie ne remplit pas immédiatement les réservoirs. C'est dans cet entre-deux que la décision d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Entre un symbole politique fort et une logistique fragile, chaque jour ajoute de la tension. À Ouagadougou, l'impact précoce ne se lit pas d'abord dans les communiqués, mais dans une routine cassée. La source décrit des matinées rythmées par des seaux alignés, des allers-retours vers un point de distribution, puis l'attente qui s'étire. Les pénuries d'eau signalées se traduisent par des fils, des arbitrages domestiques et une pression sanitaire qui monte quand l'eau manque, là où elle soutient l'hygiène, les soins et l'école. Ici, la crise se mesure en gestes répétés, pas en slogans. Dans une zone rurale dépendante de l'irrigation, le récit change de visage. Un petit collectif improvise. Des comités citoyens se forment pour répartir l'eau de manière jugée plus équitable. Des systèmes communautaires apparaissent, parfois manuels, parfois appuyés par des solutions alternatives mentionnées dans la source, comme les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie. La productivité agricole est donnée en baisse dans certaines descriptions, mais des récoltes seraient partiellement maintenues localement, au prix d'efforts supplémentaires et d'un calendrier bouleversé.
Un troisième personnage traverse l'arrière-plan, l'ingénieur et son équipe technique escortés par l'armée. Leur mission est précise, sécuriser stations de contrôle, vannes et barrages le long de la rivière. Ce détail installe une réalité politique concrète. La souveraineté se joue aussi dans la capacité à faire fonctionner, surveiller et réparer sous contrainte des infrastructures vitales. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole abstrait que comme un point d'équilibre entre l'élan politique et la logistique quotidienne. Et l'idée clé, simple et immédiate, est la suivante. La souveraineté se paie en organisation. Avant le 10 octobre 2025, l'eau circule sous une gestion décrite comme stable et externalisée. Après le 10 octobre 2025, la fermeture de la rivière Sahel coupe net l'approvisionnement et le pays bascule en mode crise. Le passage est brutal, sans phase de transition annoncée, et c'est précisément cette soudaineté qui déclenche la cascade d'effets décrite par la source. L'activation commence au petit matin. La décision est appliquée sans préavis. Les canaux se figent, les flux se raréfient. Les premiers signaux remontent rapidement. Pénurie d'eau signalée, perturbation d'infrastructures, coupures répétées. Dans les villes, l'attente s'installe. Des fils se forment au point de distribution, les tensions sociales montent parce que l'eau manque là où elle soutient tout le reste, de l'hygiène aux activités économiques. La dimension sanitaire apparaît comme fragile, non par discours, mais par accumulation de contraintes quotidiennes. Le choc médiatique suit presque immédiatement. La nouvelle circule comme un avertissement, les réactions extérieures se durcissent. Le geste est dénoncé, selon le récit source, comme une provocation ou une menace pour la stabilité régionale. Les commentaires internationaux s'enchaînent et la fermeture est lue moins comme une mesure technique que comme un signal politique. Dans ce climat, la pression diplomatique augmente et le risque d'isolement devient un élément central du décor. Vient ensuite la riposte financière et économique. Le Fonds monétaire international suspend un prêt de 400 millions de dollars. Des entreprises étrangères opérant dans la région interrompent des activités. Des pertes sont évoquées à grande échelle dans le récit, liées aux arrêts, aux investissements gelés et aux chaînes d'approvisionnement perturbées. Les prix de certains produits de base, comme le riz et l'huile, montent fortement dans la description, ajoutant une couche de tension alimentaire à la pénurie d'eau. La crise se propage alors par ricochet. Moins d'eau, moins de production, plus de coûts, plus d'inquiétude. Sur le terrain, le pouvoir tente de reprendre la main par l'infrastructure. Des équipes d'ingénieurs sont déployées, accompagnées de l'armée, pour sécuriser stations de contrôle, vannes et barrages le long de la rivière. Un audit complet des installations hydrauliques est mentionné. Comme si la crise devait d'abord être cartographiée avant d'être corrigée. L'objectif affiché est une gestion autonome, sans intervention étrangère, mais l'exécution se heurte à une réalité simple. L'autonomie ne remplit pas immédiatement les réservoirs. Dans ce déroulé, Ibrahim Traoré maintient sa ligne. La fermeture n'est pas présentée comme un accident à corriger rapidement, mais comme un choix assumé malgré les perturbations visibles. Chaque jour ajoute des ajustements sans offrir de résolution immédiate. La séquence ne se ferme pas sur une sortie, mais sur une tension durable, où chaque décision appelle une suivante, dans un équilibre instable entre contrôle et pénurie. Avant la fermeture, l'approvisionnement est décrit comme continu. Après, il chute jusqu'à 30% dans certaines zones, selon la source. Ce passage d'un flux géré à une raréfaction mesurable constitue le premier repère chiffré, parce qu'il fixe une échelle et empêche de réduire la décision à un geste symbolique. Une baisse de cette ampleur ne décrit pas seulement un volume manquant, elle impose des arbitrages quotidiens, des priorités forcées et une propagation rapide des effets des villes vers les campagnes, puis de retour vers les prix et la stabilité sociale. Le deuxième repère est financier. Le FMI suspend un prêt de 400 millions de dollars, présenté comme une réponse directe à la fermeture et aux tensions diplomatiques. Ce chiffre ne dit pas seulement une ligne comptable gelée, il signifie moins de liquidités à court terme pour l'État au moment même où les besoins explosent, sécuriser les infrastructures, organiser la distribution, amortir les chocs pour les ménages et les producteurs. En pratique, cela resserre la marge de manœuvre budgétaire alors que la crise exige des dépenses immédiates et visibles. Un troisième repère
agrège les effets économiques. Les pertes directes sont estimées jusqu'à 1,5 milliard de dollars dans le récit source. Ce montant rassemble plusieurs mécanismes décrits, suspension ou départ d'entreprises étrangères, investissements gelés, ralentissement industriel et logistique. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des détails externes pour en comprendre la logique. Quand des opérateurs interrompent des activités, les revenus se contractent, l'emploi se fragilise et la demande locale recule, ce qui renforce la pression sur les prix et sur les finances publiques. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire. Moins d'eau réduit la production et complique la vie quotidienne. Moins de financement limite la capacité de l'État à amortir le choc. Des pertes économiques élevées traduisent la vitesse à laquelle une pénurie matérielle devient une crise macroéconomique. Le lien n'est pas théorique, il est cumulatif. Chaque point de baisse d'approvisionnement ajoute des coûts indirects, et chaque contrainte financière retarde les réparations et les alternatives. Face à ces données, la posture politique décrite reste constante. Ibrahim Traoré va te présenter comme assumant les sacrifices immédiats en intégrant ces chiffres au récit de souveraineté plutôt qu'en les niant. La cohérence de cette position dépend toutefois d'un facteur central, la capacité à transformer des nombres négatifs en indicateurs de transition. Autrement dit, à montrer que la baisse d'approvisionnement se stabilise, que les fonds manquants sont partiellement compensés et que les pertes cessent de s'accumuler. Les amortisseurs évoqués dans la source prennent ici toute leur importance. Comités citoyens, irrigation manuelle, solutions alternatives comme les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie, sécurisation des stations par des équipes techniques escortées par l'armée, ces éléments n'annulent pas les chiffres, mais ils expliquent comment une société tente de ne pas être définie uniquement par eux. La question pratique devient alors un critère de suivi. Ces adaptations réduisent-elles réellement l'écart entre le niveau d'avant et celui d'après, ou ne font-elles que déplacer la pénurie dans le temps ? Le débat décrit par la source peut être défendu honnêtement dans les deux sens, à condition de ne pas minimiser les coûts ni de surestimer les promesses. On peut d'abord défendre une lecture favorable à la décision. La fermeture est présentée comme un acte de souveraineté qui met fin à une dépendance jugée structurelle. Selon cette approche, le cœur du problème n'est pas seulement l'eau, mais le pouvoir de décision sur une ressource vitale, longtemps administrée par des acteurs étrangers. Reprendre la main change la position du pays dans toute négociation future. La crise force aussi une transformation accélérée. Audit des infrastructures hydrauliques, sécurisation des stations, vannes et barrages, formation d'expertise locale, diffusion de solutions alternatives comme les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie. Dans ce cadre, les pénuries immédiates ne sont pas niées, mais assumées comme le prix d'une réorientation durable. Les partisans soutiennent que le choc, s'il est tenu, peut convertir une contrainte en capacité et réduire la tutelle extérieure à moyen terme. On peut aussi formuler une lecture plus critique. La rupture est décrite comme un pari à haut risque, susceptible d'aggraver la pénurie et de fragiliser les plus vulnérables. Les éléments cités vont dans ce sens: baisse d'approvisionnement jusqu'à 30% dans certaines zones, pénurie signalée en ville, tension sociale, hausse des prix des produits de base, suspension d'un prêt de 400 millions de dollars et risque de sanctions. Les critiques rappellent que la souveraineté ne remplace pas instantanément les compétences, les pièces, l'énergie, ni les chaînes d'approvisionnement. Ils soulignent que le départ d'entreprises et l'isolement peuvent accélérer chômage, contraction industrielle et pression sanitaire, précisément au moment où l'État doit dépenser davantage. La réponse la plus solide, si l'on reste strictement dans la matière fournie, tient à une condition opérationnelle. La cohérence de la décision dépend de la vitesse d'adaptation, de la capacité à stabiliser la distribution et de la solidité des relais régionaux évoqués. Dans cette lecture conditionnelle, Ibrahim Traoré n'est ni un pari aveugle, ni une garantie en soi. Il incarne une trajectoire dont la réussite se mesure moins au symbole qu'à la logistique et au temps tenu. Au 10 décembre 2025, la source décrit un basculement qui modifie l'équation initiale. Après une phase dominée par la pénurie intérieure et la pression extérieure, apparaissent des négociations régionales avec le Mali
et le Niger, présentés comme un soutien à une autonomie hydrique et à une coopération de partage. Ce point médian ne supprime ni les coupures ni les pertes économiques évoquées, mais il introduit une variable nouvelle. La fermeture n'est plus seulement un isolement, elle devient un signal adressé aux voisins. Ce changement d'angle réorganise le récit. La pression internationale reste présente, avec la suspension d'un prêt de 400 millions de dollars et des critiques persistantes. Mais l'effet stratégique décrit par la source se déplace. Si l'accès à l'eau devient un objet de coordination régionale, alors le coût immédiat peut être partiellement compensé par une architecture de soutien, même fragile. La décision cesse d'être strictement nationale, elle s'inscrit dans un rapport de force élargi. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît au centre d'une double contrainte. Il doit tenir la distribution au quotidien, alors que l'approvisionnement reste inférieur dans certaines zones, tout en élargissant le jeu diplomatique au-delà des frontières. Le milieu du récit n'apporte pas de solution définitive. Il propose une direction, et donc un nouveau risque, dépendre désormais de la solidité réelle de ses appuis régionaux. Pour l'État, la première conséquence est une crise de continuité. Il faut gérer l'urgence quotidienne tout en maintenant des services essentiels, alors que l'approvisionnement baisse jusqu'à 30% dans certaines zones, selon la source. La chaîne administrative se dédouble. D'un côté, l'urgence urbaine, avec des pénuries signalées, des files et une pression sanitaire croissante. De l'autre, la reprise en main technique, avec audit des infrastructures et sécurisation des stations de contrôle, vannes et barrages. À cette équation s'ajoute une contrainte financière immédiate. La suspension d'un prêt de 400 millions de dollars par le FMI réduit la marge budgétaire au moment où les besoins explosent. La gestion devient un arbitrage permanent entre stabiliser aujourd'hui et transformer demain. Pour les entreprises, l'impact est une rupture d'environnement. La source mentionne la suspension d'activité par des entreprises étrangères et des pertes économiques directes évoquées jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Dans l'industrie et la logistique, la production est décrite comme chutant sur quelques mois, avant même que des capacités nationales de remplacement ne soient en place. Pour le secteur privé local, l'effet se lit comme un choc de coûts et d'incertitudes. Eau plus rare, énergie instable, chaîne d'approvisionnement perturbée, demande hésitante. Même quand l'objectif affiché est la substitution par des opérateurs nationaux, la transition exige des compétences, des équipements et des financements qui, à court terme, sont précisément fragilisés par l'isolement. Pour les ménages, la conséquence est immédiate et concrète. Les villes font face à des pénuries d'eau et à des coupures répétées. Les prix de certains produits de base augmentent nettement dans le récit, ce qui force les familles à prioriser. L'eau devient un budget, une file, une fatigue. Les risques sanitaires sont évoqués parce que l'hygiène et les soins se dégradent quand l'eau manque là où elle est la plus indispensable. Une partie de la population soutient la décision au nom de la souveraineté, mais une autre endure les contraintes quotidiennes. Le même événement produit ainsi deux réalités parallèles, fierté politique et vulnérabilité domestique. Pour l'équilibre régional, enfin, la conséquence est une recomposition prudente. La source décrit, au 10 décembre 2025, un appui du Mali et du Niger, présenté comme une coopération de partage des ressources en eau et de résistance aux pressions extérieures. Ce soutien peut amortir l'isolement, mais il introduit une dépendance nouvelle, la solidité de ces partenariats et la capacité à coordonner une gestion transfrontalière. La fermeture devient alors un test de coopération autant qu'un acte national. Dans ce faisceau d'effets, Ibrahim Traoré apparaît comme le point de convergence des coûts et des promesses. Les conséquences ne se résument pas à un verdict unique. Elles obligent chaque acteur à s'adapter à une contrainte commune, vécue différemment selon la position occupée. À partir des éléments fournis par la source, 3 trajectoires se dessinent pour les 6 à 12 mois à venir. Aucune ne constitue une prédiction. Chacune dépend de conditions explicites et vérifiables. Dans un scénario central, le pays se stabilise sous tension. Les pénuries persistent par à-coups, mais les mécanismes d'adaptation gagnent en efficacité. Les audits et la sécurisation des stations, vannes et barrages améliorent la lisibilité de la gestion. Même si l'approvisionnement reste inférieur dans certaines zones jusqu'à 30% selon la source. Les solutions alternatives, comme les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie, continuent de se diffuser.
et les comités locaux structurent une distribution plus organisée. À l'extérieur, la pression diplomatique demeure forte, mais la coopération régionale évoquée avec le Mali et le Niger sert de tampon partiel. Dans cette configuration, l'économie évite l'effondrement, au prix d'une croissance ralentie et d'arbitrage budgétaire constant. Dans un scénario plus favorable, la crise se transforme en levier de coopération. La fermeture agit comme déclencheur d'une architecture régionale plus robuste. Les accords avec les voisins dépassent le soutien politique et se traduisent par un partage opérationnel des ressources, une coordination technique et des investissements ciblés dans la gestion de l'eau. La souveraineté ne s'exprime plus par l'isolement, mais par la capacité à définir des règles communes et à capter davantage de valeur localement. Si l'innovation locale se renforce et si des financements alternatifs prennent le relais du prêt suspendu, l'épisode peut être relu comme une accélération, malgré les coûts initiaux. Dans un scénario plus sombre, le pays entre dans une spirale de pénurie et d'isolement. Les sanctions et les retraites d'entreprises s'intensifient, l'accès au financement reste bloqué après la suspension des 400 millions de dollars et les pertes économiques évoquées se prolongent. Les tensions sociales et sanitaires s'aggravent dans les villes, tandis que la contraction industrielle devient durable. Si en plus, la coopération régionale s'affaiblit, la fermeture se transforme en verrou, avec des pénuries accrues et un risque humanitaire plus élevé. Une manière utile de raisonner reste conditionnelle. Si la distribution se stabilise et que les partenariats régionaux se matérialisent, alors la souveraineté se consolide. Si la pénurie s'étend et que l'isolement se durcit, alors le coût social et économique domine. Ce récit n'engage pas seulement des institutions, il oblige chacun à imaginer sa propre marge de manœuvre face à une pénurie. Quand l'approvisionnement baisse jusqu'à 30% dans certaines zones, selon la source, l'eau cesse d'être un décor. Elle devient une décision répétée. Attendre, rationner, déplacer du temps et accepter que le travail, l'école et les soins se réorganisent autour d'une contrainte matérielle. Pour un ménage urbain, la pénurie se traduit par une économie domestique sous pression. Les fils au point de distribution allongent les journées. Les coupures imposent des priorités nouvelles. L'hygiène et la santé deviennent des variables fragiles, parce que l'eau manque là où elle soutient les gestes les plus simples. Le soutien à la décision, lorsqu'il existe, cohabite avec la fatigue et l'incertitude. La souveraineté est une idée, la pénurie est une routine. Pour un agriculteur, la contrainte est d'abord un calendrier qui se dérègle. Les solutions mentionnées par la source, irrigation manuelle, système communautaire, pompes solaires et collecte d'eau de pluie, demandent un effort supplémentaire et une coordination accrue. La productivité est décrite comme affaiblie dans certains passages, mais des récoltes sont partiellement maintenues ailleurs. La résilience n'est pas abstraite, elle se mesure en heures de travail ajoutées, en solidarité sollicitée, en pertes acceptées pour tenir la saison. Pour un petit entrepreneur, l'impact se déplace vers l'incertitude. Eau, énergie, logistique et demande deviennent instables en même temps. Les pertes économiques évoquées et la suspension de financement ne sont pas des chiffres lointains. Elles se traduisent en décisions de gel, de réduction ou de fermeture. La transition promise peut exister, mais elle commence souvent par un resserrement. Deux gestes simples émergent de la matière fournie: s'organiser localement et rendre la distribution plus équitable. Un troisième s'y ajoute implicitement: demander de la transparence, parce qu'une pénurie sans confiance devient conflit. La source décrit une sortie de crise en plusieurs gestes concrets qui se lisent comme une feuille de route conditionnelle plutôt qu'un plan garanti. Chaque étape vise à réduire la pénurie sans renoncer au contrôle politique. D'abord, sécuriser l'existant, immédiatement. Il s'agit de protéger les infrastructures critiques, stations de contrôle, vannes et barrages, et d'assurer leur fonctionnement sous contrainte. Des équipes d'ingénieurs, accompagnées de l'armée, sont mentionnées comme déjà déployées. Le suivi se fait par des indicateurs simples: continuité du service, baisse des coupures signalées, réduction des pointes de rupture. Dans cette phase, Ibrahim Traoré apparaît comme garant de la cohérence entre l'urgence et la chaîne de commandement. Ensuite, auditer et prioriser, dans
dans les semaines. Un audit complet des infrastructures hydrauliques est cité afin de mesurer l'impact réel de la fermeture et d'ordonner les réparations. L'objectif n'est pas seulement technique, il est décisionnel. Savoir où réparer d'abord conditionne la capacité à stabiliser la distribution. Les progrès se lisent dans la cartographie des risques, les délais de remise en service et la visibilité donnée au public. Puis déployer des alternatives dans les mois. La source mentionne la diffusion de pompes solaires, la collecte d'eau de pluie, ainsi que des pratiques d'irrigation manuelle et communautaire. L'enjeu est d'augmenter la capacité locale sans dépendre d'opérateurs étrangers. Les critères de suivi portent sur le taux d'adoption, la couverture des zones rurales et l'atténuation des pénuries observées. En parallèle, soutenir l'économie touchée. Des aides d'urgence et des subventions ciblées sont évoquées pour limiter l'effet de choc sur les producteurs agricoles et les petites entreprises. À plus long terme, la coopération régionale avec le Mali et le Niger est présentée comme un verrou stratégique. La cohérence de l'ensemble repose sur la transparence, condition centrale pour maintenir la confiance sociale autour de la ligne tenue par Ibrahim Traoré. On revient à l'image la plus simple du récit, des seaux alignés et une file qui avance lentement. Au début, ce détail semblait n'être qu'un symptôme parmi d'autres. À ce stade, il devient un motif. Il résume une société qui apprend à compter autrement, non plus seulement en argent ou en promesses, mais en litres, en heures et en confiance partagée. La pénurie n'est plus abstraite, elle a un rythme, un visage et une fatigue. La source insiste sur une fierté collective qui émerge malgré les coupures, la hausse des prix et la dureté du quotidien. Elle raconte des comités citoyens, des systèmes d'irrigation improvisés, des solutions de récupération d'eau de pluie qui circulent de quartier en quartier. Rien de tout cela n'efface la pression internationale, la suspension d'un financement majeur, ni les pertes économiques évoquées. Mais ces gestes construisent une autre forme de continuité, la capacité à tenir quand l'extérieur exige un recul immédiat. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure figée que comme un point de tension vivant. Il incarne la ligne qui consiste à assumer le coût présent tout en promettant une capacité future. Le rappel central est presque austère. La souveraineté ne se proclame pas, elle se gère. Et cette gestion, répétée chaque jour, décide plus que le symbole. À ce stade, la fermeture de la rivière Sahel n'est plus seulement un épisode politique. Elle devient un révélateur social parce qu'elle relie trois échelles que l'on observe rarement ensemble. La dignité nationale, la vie quotidienne et la coopération régionale. Le récit montre une fierté qui se construit au milieu des pénuries, mais rappelle aussi une limite simple, la fierté seule ne remplit pas un réservoir. Ce qui pèse vraiment, ce sont des choix répétés, visibles et mesurables. Organiser la distribution, protéger les infrastructures, diffuser des alternatives, maintenir un cadre de transparence compréhensible par tous. Ces gestes forment moins un slogan qu'une méthode. Ils disent que la souveraineté dans une crise de ressources n'est pas un instant spectaculaire, mais une discipline collective. Chaque jour compte, non parce qu'il tranche le débat, mais parce qu'il ajoute ou retire de la confiance. La question finale n'est donc pas qui a raison, mais qu'est-ce qui tient ? Qu'est-ce qui permet à une société de supporter un coût immédiat sans se fracturer ? Et parmi tous les leviers évoqués dans cette histoire, lequel vous semble le plus décisif pour réduire la pénurie sans perdre le contrôle, la capacité technique, la coopération régionale ou la gestion sociale au quotidien ?